Bonjour à tous, pour débuter cette nouvelle saison d'essai, on démarre avec un SUV chinois. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, quoi encore un SUV chinois? Bon, certes, mais celui-là a quand même un rapport avec la France un peu plus sérieux. Tout d'abord parce qu'il s'appelle Smart, et je vous rappelle que historiquement, l'usine Smart était située à Ambar, en Lorraine. En plus, ce modèle, il a certaines particularités. Je ne vais pas essayer de vous le vendre, mais c'est quand même une voiture assez atypique. Pourquoi? Parce que dans cette version Brabus 4 roues motrices, 648 chevaux. À quoi ça sert? C'est la première question qu'on va se poser. Une grosse batterie de 100 kWh avec des vitesses de charge qui peuvent dépasser les 400 kW. On va essayer de trouver une borne de charge au moins capable de délivrer la moitié, ce qui ne va pas forcément être facile. Et un véhicule qui, s'il n'était pas super taxé, arriverait à un prix défiant toute concurrence en France. Les performances en accélération, c'est celle d'une Ferrari, mais pas une Ferrari de base, un supercar d'il y a quelques années. Donc on va s'intéresser à tous ces côtés atypiques de ce Smart Hashtag 5. Avec le hashtag 5, on est très loin de la Smart Fortwo et de ses 2,50 m de long. Là, on a un SUV qui mesure 4,70 m avec un look qui ressemble, on va dire, à Jeep. Beaucoup d'influences stylistiques. Il n'est pas moche, surtout avec cette peinture mate. Ça lui donne un aspect baroudeur. Une voiture qui est, vous le voyez, chaussée sur cette version Brabus un peu plus sportive de jantes de 21 pouces, ce qui, je vous le dis d'ores et déjà, ne compromet pas le confort. Certains jugeront le style massif, c'est lié en partie à cette arrière très verticale. L'avantage, c'est que ça permet de dégager un espace de chargement généreux. On appuie dans le A du Smart pour ouvrir le coffre. 630 litres avec, vous le voyez, un double fond qui permet de ranger les câbles. On a des poignées escamotables pour améliorer l'aérodynamisme. Et à l'arrière, l'espace est vraiment très généreux. Vous voyez, le siège avant est réglé pour moi. On a beaucoup de place pour les jambes. Et en plus, sur cette version Brabus, le toit panoramique vitré est en série. Vraiment, c'est très généreux. L'équipement est aussi archi complet puisque même à l'arrière, on a des sièges à réglage électrique qui sont également chauffés. La commande d'ouverture de porte de l'intérieur à l'avant ou à l'arrière est électrique. Sur cette finition Brabus, la sellerie est en Alcantara, très confortable. Des sièges qu'on aurait imaginé plus sport vu la puissance de la voiture. Vous allez voir que justement, ça n'est pas une voiture de sport. Siège ventilé, chauffant, tout ça en série. Puisqu'on parle de ventilation, il y a un petit équipement qui n'est pas présent sur beaucoup de véhicules. C'est sur le chargeur induction, un système qui permet de refroidir le téléphone. C'est souvent le problème d'ailleurs de la charge à induction. C'était déjà une des originalités de la Smart Hashtag 3. Son tableau de bord atypique, et on reste dans le mot atypique pour cette voiture. Et là, vous voyez que sur la Hashtag 5, on est allé beaucoup plus loin. Les geeks vont être ravis. On a en effet 3 écrans. Le premier, c'est celui des compteurs situé derrière le volant. Le volant aussi gainé d'Alcantara et chauffant. Et 2 écrans de 13 pouces. Un premier, je vous fais le détail après, qui permet de contrôler la voiture, et un deuxième qui est dédié aux passagers et dédié à l'infodivertissement. À chaque fois que vous allez démarrer, vous êtes obligé de passer par ce menu, rentrer dans les aides à la conduite. Alors vous avez les aides sécurité, par exemple angle mort. Bon, c'est pas ceux-là qui posent le plus de problèmes. C'est plus les assistances à la conduite. Alerte fatigue conducteur, alerte vigilance, reconnaissance des panneaux, etc. Il faut penser à désactiver tout ça. Ça prend bien, on va dire,
30 secondes, 1 minute à chaque fois. Et si vous ne le faites pas, ça sonne sans arrêt. C'est extrêmement pénible. Beaucoup de fonctions sont accessibles à partir du volant. On a même une touche qu'on peut préprogrammer. Quant à la qualité de fabrication, il y a du bon et du moins bon. Du bon avec par exemple des plastiques moussés sur le haut des contreportes, l'Alcantara également sur les contreportes. On a ici des aérateurs qui sont alors surdimensionnés mais assez pratiques. En revanche, juste à côté, vous voyez, on a des plastiques rigides et c'est vrai qu'on se demande dans le temps comment ils vont résister. Là aussi, ça aussi c'est du plastique rigide. Ça aussi, vous voyez, sur un véhicule quand même qui dépasse les 60 000 €, on était en droit d'attendre peut-être un habillage en Alcantara également de la planche de bord. Il n'y a rien à voir sous le capot, à part un petit coffre, et c'est bien dommage parce que cette voiture atypique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a une sacrée cavalerie. J'ai rajouté 2 chevaux d'ailleurs, vous m'excuserez, on est à 646 et 710 Nm de couple grâce à 2 gros moteurs électriques qui ne sont pas de la même technologie. À l'arrière, comme sur certaines Tesla, on a un moteur électrique synchrone à aimant permanent, et à l'avant, on a un moteur à induction qui devrait normalement permettre sur autoroute d'abaisser les consommations. 4 roues motrices, une grosse batterie nickel, manganèse, cobalt en chimie, parce que sur les modèles de base du #5, on a des batteries d'une chimie différente, lithium, ion, fer, phosphate. 100 kWh de capacité totale, un peu plus de 90 kWh de capacité utile, et surtout une architecture en 800 volts qui permet d'avoir des vitesses de charge, on essaiera de le vérifier, absolument atypiques. Quand on a lu la fiche technique, on pourrait se dire que dès qu'on va être au volant, on a envie d'écraser la pédale d'accélérateur. C'est pas tout à fait le cas, on profite d'abord de la douceur de conduite. Ce châssis, aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque c'est une version Brabus, semble réglé assez confortable, et même avec les grosses roues de 21 pouces, on n'est pas secoué sur les petites aspérités de la route, et pourtant on n'a pas de suspension pneumatique, ni même de suspension active. On va voir ce que ça donne quand on va titiller un peu plus la voiture. Bon, si je ne le fais pas, vous allez être déçus, donc attention, accrochez-vous, j'accélère. Voilà, ça donne 0 à 100 en 3 secondes 8. N'oublions pas qu'on a un gros pépère qui fait presque 2 tonnes 4, un SUV assez volumineux, mais avec les 4 roues motrices, le couple énorme et les 646 chevaux. C'est à peine si ça change de voie sur les irrégularités de la route. Et encore, j'étais en mode confort, mais on peut se mettre en mode sport avec les 2 moteurs full power. On a même un mode Brabus qui permet d'avoir une plus grande réactivité à la pédale d'accélérateur. Et puis vous l'avez vu, un mode off-road, mais on s'en servira pas, parce que même si la garde au sol est assez élevée, c'est pas le genre d'engin qu'on a envie de mettre dans les champs. Voilà, je suis passé en mode Brabus pour essayer. Vous avez vu, c'est absolument hallucinant. À peine on accélère, la voiture est propulsée comme si on avait un gigantesque élastique. Ça motrice plutôt pas mal, mais ça prend du roulis. On n'est en aucun cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une voiture de sport. On est juste sur un engin avec une puissance terriblement démoniaque. J'ai du mal à accélérer à fond tellement ça pousse, c'est dingue. Même le freinage est suffisamment puissant, mais on sent que les limites de la physique existent. On n'est pas forcément rassuré de rouler avec un engin comme ça. À quoi ça sert? C'était la question du début. Une telle puissance, ça sert à rien. Alors vous allez me dire, pourquoi mettre autant de chevaux dans un SUV? C'est simplement lié en fait à cette batterie très puissante et ces moteurs électriques. C'est facile de tirer des chevaux de moteur électrique. Alors vous allez me dire, ouais, c'est de la puissance, ce qu'on appelle de la puissance de crête, c'est-à-dire au moment où j'appuie, effectivement, le moteur électrique, pendant un temps déterminé, un temps assez court,
en général c'est moins d'une minute, va délivrer sa puissance maxi, ensuite la puissance va baisser. Eh bien, les ingénieurs de Smart disent que sur ce véhicule-là, on peut sans problème maintenir une cadence très élevée sans avoir de surchauffe et de baisse des performances. Bon, on ne le testera évidemment pas sur route, on va les croire, et comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien. Et c'est là que ce véhicule est totalement atypique. C'est sûr, en montagne, on ne sera pas du tout embêté pour doubler un camion, par exemple. Le tableau de bord, on l'a vu, est très ludique et les sons qui l'accompagnent le sont tout autant. Alors, pour changer de mode, voilà, bloom. Off-road, ça veut dire que, méfiez-vous, vous allez vous planter. Et même le clignotant, écoutez. C'est pas un clac-clac. Simplement parce que les Chinois n'aiment pas les bruits de tic-tac, ça leur fait penser à une panne. Tiens, on profite d'un petit embouteillage pour tester le système audio qui marche vraiment pas mal. Sennheiser, 20 haut-parleurs, une puissance de 1200 watts et surtout un son qui est très agréable à écouter, absolument pas agressif. On vient de faire 100 km sur de la route à 80 km/h. J'ai essayé de ne pas trop taquiner la pédale de droite. Vous voyez, la consommation, on est à 21,6 kWh au 100 km, ce qui est beaucoup quand même, parce que j'ai roulé vraiment gentiment, mais le fait est que dès qu'on cherche à doubler, qu'on accélère un peu fort, tout de suite la consommation s'envole. Bon, pour savoir si l'autonomie promise par Smart est réaliste, on va aller se faire un petit bout d'autoroute. Je pense que là aussi on va avoir des surprises pas forcément très bonnes. 70 km d'autoroute à 130 km/h, il n'y a pas de vent, la température est plutôt clémente, donc ni chauffage, ni trop de climatisation, donc des conditions, on va dire, pratiquement idéales pour un véhicule électrique, et on est à une consommation, je vous laisse le voir là, de 28,7 kWh au 100 km. C'est quand même beaucoup. D'abord, ça démontre que ce gros engin n'est pas aussi aérodynamique que certains de ses concurrents, et surtout ça démontre que sur autoroute il faudra se contenter de 300 km d'autonomie maximale. Mais ce Smart Hashtag 5 a plus d'un tour dans son sac et il a un atout assez atypique. On n'aura donc pas les 540 km d'autonomie qui sont promis par Smart. On aura sur route 400 km environ maximum. Et puis comme je vous l'ai dit, sur autoroute, si vous ne chargez que jusqu'à 80% et que vous descendez à 10%, un peu moins de 300 km. C'est le point faible de la voiture sans doute, qu'il faudrait encore un peu travailler, mais je vous l'ai dit depuis le départ un paquet de fois, c'est vraiment un véhicule atypique. On se demande d'ailleurs qui pourrait choisir ce type de véhicule, à part un journaliste pour se faire plaisir une journée. Cet atout, c'est ça. Alors c'est pas la trappe électrique, mais des vitesses de charge qui sont assez inhabituelles, ou plutôt atypiques pour un véhicule électrique. Déjà, on a un chargeur interne sur la version Brabus qui en courant alternatif monte à 22 kW, ce qui est déjà assez rare. Et surtout, la marque nous promet une vitesse de charge absolument atypique. J'adore ce mot finalement. Sur un chargeur rapide. Alors, il faudrait même un chargeur plus puissant que celui-là, puisque on arrive à des vitesses normalement qui sont supérieures à 400 kW de puissance de charge. On va regarder ce que ça donne. On ne va pas grimper au-dessus de 400 kW parce qu'on s'est arrêté à un peu plus de 50% de la batterie, mais on est à 247 kW. On a chargé déjà 3 kWh en moins d'une minute. Ça veut dire que en 18 minutes, on pourrait faire le plein 8-80% sur la voiture. C'est sans doute, avec une borne adaptée, sans doute le véhicule aujourd'hui qui charge le plus rapidement du marché français, si on accepte les monstres qui coûtent juste un bras. Il n'y a absolument aucun doute, cette Smart Hashtag 5 Brabus
est sans doute une des voitures les plus atypiques du marché aujourd'hui. Je ne parle pas de son look, même c'est vrai que s'il sort un peu de l'ordinaire, je parle simplement de sa mécanique. Tout d'abord, la puissance, hein, on l'a vu, 646 chevaux, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. C'est même limite dangereux pour ceux qui ne sont pas habitués à des voitures aussi puissantes. En clair, si vous ne déboîtez pas avant d'avoir accéléré, vous êtes encastré dans le camion qui est devant. C'est vrai que c'est ultra plaisant, mais ça fait consommer beaucoup à cette voiture qui est déjà gourmande. Donc, en fait, ces chevaux, vous ne vous en servirez pas. Si, ils seront utiles pour une chose, pour la recharge. Pourquoi? Parce que la puissance de la batterie est liée avec la puissance de recharge possible et on peut grimper au-delà de 400 kW. Vous avez vu, nous déjà, avec une batterie qui était encore à moitié pleine, on a atteint 240 kW, ce qui est quand même assez rare sur une voiture. Donc vous pourrez faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la charge 10-80% en 16 minutes. C'est un tout petit peu plus qu'un plein d'essence, mais ça démontre les progrès qui sont faits par les voitures électriques. Maintenant, en termes de tarifs, alors cette Smart qui est fabriquée en Chine ne bénéficie d'aucune aide. Si vous êtes une entreprise, c'est pareil, vous passerez par la case taxe. Donc elle aura quand même assez peu de diffusion en France. C'est dommage parce que avec des performances de supercar, elle est facturée 62 580 €. Vous imaginez, s'il n'y avait pas toutes ces taxes, on serait sans doute en dessous de 50 000 € pour une voiture qui a des performances de Lamborghini stratosphérique. Voilà ce dont sont capables les Chinois et c'est pas rassurant pour l'avenir.